un peu une analyse des pratiques du pouvoir et faire une comparaison avec des situations un peu similaires à ce dossier. Et comment le pouvoir est arrivé à manipuler même des populations et mettre des gens dans des situations, je vais dire, accusables. Je ne vais pas trop mettre Salem à parler, donner des détails du dossier sur le plan technique. Moi, je pose un certain nombre de questions. Premièrement, pourquoi? Parce que dans ce dossier, il y a des gens, c'est-à-dire il y a des, quand on voit les rapports de police, on voit que certains gens étaient à l'origine de l'arrestation de Ismaël, et après on les retrouve à plusieurs kilomètres avant qu'ils soient transférés vers la brigade de police, enfin le commissariat de police. Et après, on les retrouve sur place, accusés de l'avoir assassiné. Alors pourquoi une personne arrêterait-il tel quelqu'un, le livre à la police, puis après, elle part dans les locaux de la police pour l'assassiner? Pourquoi aller chez les policiers où on peut facilement les arrêter pour assassiner quelqu'un qu'on pouvait assassiner quand on l'a localisé? Pourquoi le livrer à la police, ensuite partir pour l'assassiner? Ça, c'est une question. L'autre question. Pourquoi tous les documents, toutes les vidéos, c'est des vidéos traitées par les services de sécurité et par la justice, c'est des vidéos prises par des amateurs. Mais ils sont où les policiers? Ça s'est passé dans un local de police. En principe, il y a suffisamment de moyens techniques, humains, au moins, si on ne peut pas intervenir, on peut identifier les gens, il y a des vidéos de surveillance, il y a des caméras de surveillance qui tournent normalement tout le temps. Pourquoi ces moyens techniques de la police n'ont pas été exploités? Aucun moyen technique des services de sécurité n'a été exploité pour identifier les victimes, enfin les prévenus, les supposés prévenus. Moi, je vais me contenter d'utiliser les termes officiels dans le rapport pour ne pas... Ensuite, en examinant le passé des gens qui sont condamnés, pourquoi ils n'ont pas de casier judiciaire? Ce n'est pas des criminels, ce n'est pas des repris de justice. Comment peuvent-ils se mettre à tuer une personne subitement? C'est des pères de famille, c'est des étudiants, c'est des gens qui ont fait des études à l'université. Et subitement, ils sont accusés d'avoir assassiné une personne. Il y a beaucoup de questions comme ça qui prouvent, qui montrent que l'assassinat de Jamel Ben Ismaïl était programmé. Et les gens qui étaient là étaient manipulés. Peut-être qu'il y a certains qui ont versé dans la violence. De là, on va voir dans quel contexte a été assassiné Jamel Ben Ismaïl. C'était dans un contexte de folie générale. C'est-à-dire qu'il y avait des feux de forêt dans toute la Kabylie. Des gens ont perdu leur maison, il y a des forêts, il y a des oliviers, il y a beaucoup de victimes. Parce qu'aujourd'hui, au Kabylie, à l'occasion de ces feux de forêt, il y a près de 200, je crois, 400 victimes. Mais la seule victime,
j'allais dire, qui cache la forêt qui n'existe plus, si je mets le Ouais. Aujourd'hui, quand vous lisez le rapport de police, ils vous disent, alors qu'il y a des bébés calcinés, il y a des femmes calcinées, il y a des... C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes. Si on mettait en évidence leur façon, c'est-à-dire comment ils sont morts, c'est aussi dramatique, sinon plus, que la façon dont est mort Jamal Ben Ismaïl. Ça me rappelle des événements qui se sont passés en Mzab. Les derniers, c'était entre 2013 et 2015. Et bien en Mzab, il n'y a pas de forêt. Et c'était pas l'été, mais il y avait des feux. Il y avait beaucoup d'incendies. Et il y a des militants, Mozabites, qui étaient là, avec toute leur expérience, ils ont pensé à filmer. Et on a beaucoup de vidéos qui montrent des éléments de la police, de la gendarmerie, protéger des gens cagoulés qui n'ont jamais été identifiés, sauf quelques-uns dans le cimetière qui ont découvert un peu leur visage, donc ils ne pouvaient pas ne pas dire qu'ils ne les ont pas identifiés, mais qui ont été jugés après et condamnés pour des peines par rapport au fait qu'ils ont commis. Je dirais que c'est des peines symboliques. Donc, nous avons des services de police qui encadraient des gens cagoulés, qui commettaient des crimes que je peux qualifier contre l'humanité parfois. Et quand le monde entier se posait la question pourquoi ça dure pendant 2 ans, à Tararda et Mzab, c'était pratiquement tout le Mzab, le pouvoir s'est réuni au plus haut sommet, c'était Bouteflika, Gaïd Salah, Ouyihia, La mafia. Tartag, oui, bon, et je crois qu'il y avait celle-là aussi. La clique, quoi. C'est une clique. Bref, c'était au plus haut sommet de l'État. Donc c'est une réunion qui n'a aucune identité institutionnelle. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le Haut Conseil, c'est une clique qui sont au sommet de l'État. Tiens, on va se réunir. Un chef d'état-major, un chef de cabinet et un président et un chef des services de renseignement, ça ne représente ni le gouvernement, ni le Conseil de sécurité, ni rien du tout, sinon le groupe de copains qui sont plus ou moins fermés entre eux, peut-être. Et ils ont décidé d'arrêter les victimes et de les accuser de ce qui s'est passé au Mzab. J'ai suivi ces victimes, pratiquement plus de 60 victimes, pendant 2 ans qu'ils étaient en détention. À leur tête, Kamel Delfra, il me disait, ça fait presque 10 ans que j'ai le pouvoir derrière moi. Ils essayent par tous les moyens de me pousser à la violence et j'essaye par tous les moyens d'éviter ça. Donc c'est quelqu'un qui était, on va dire, qui savait très bien que le pouvoir veut par tous les moyens qu'il le pousse à la violence. Et il pouvait verser dans la violence. Et comme ça a duré 2 ans et ils n'ont pas pu obtenir ça, ils les ont quand même arrêtés et ils les ont condamnés. J'ai vu la liste des condamnations, c'est pratiquement la même. C'est pratiquement les mêmes articles de loi. Et ils allaient être condamnés à mort. On avait fait intervenir le groupe de travail pour la détention arbitraire. Il faut dire qu'à l'époque, on avait beaucoup de chance parce que le dossier était... Les erreurs faites par le pouvoir étaient des erreurs, on va dire, de débutants. J'ai l'impression que c'était le laboratoire d'expérience
ils ont dû avoir tiré toutes les conclusions de là pour pratiquer en cabinet à une échelle plus grande. Ils ont, on va dire, un peu plus ou moins réussi à avoir plus d'expérience. Donc, c'est parce que le groupe de travail avait rendu une décision pour dire que la détention de Frère Kemal-Dine était arbitraire, qu'il fallait le lâcher immédiatement, que toutes ces accusations sont tombées. Il avait été jugé le 24 mai et le 25 mai parce qu'il avait 2 dossiers. Et donc, ils lui ont pratiquement couvert la période de détention. Il a été relâché le 16 juillet 2017. Alors, dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et à mon avis, ce sont des choses très importantes. Il y a une question de crédibilité, de part et d'autre. Quand on a discuté le dossier de Kemal-Dine Frère devant le groupe pour la détention arbitraire, son avis dans la conclusion était clair et sans appel. Les points avancés par Frère Kemal-Dine étaient crédibles. Les réponses du gouvernement n'étaient pas crédibles. Et les pratiques du gouvernement ne sont pas crédibles. C'est dit comme ça dans la vie, vous pouvez le trouver sur Internet. Nous avons affaire, et je le dis en connaissance de cause, j'ai traité beaucoup de dossiers en Algérie, surtout pour les questions de droits humains, à des institutions qui n'ont aucune, mais absolument aucune crédibilité. Ils sont capables de fabriquer des preuves. Je suis obligé de faire, à chaque fois, de revenir à certains dossiers que j'ai traités. Dans le dossier de Frère, ils ont pris 2 bombes artisanales dans un album de photos de police trouvé ailleurs. Ils ont oublié l'album de photos dans le dossier. Le greffier m'a donné le dossier avec l'album de photos. Que je retrouve les 2 bombes qui étaient dans l'album de photos. Je les retrouve dans le rapport de police, comme quoi, à l'arrestation de Farhad, il y avait 2 bombes. Ils nous ont jeté 2 bombes. Et j'ai fait une conférence de presse en violation du code pénal, du code procédure pénale, qui dit qu'on ne doit pas violer le secret d'instruction. Je l'ai fait exprès, et j'ai dit dans cette conférence de presse, il faut m'arrêter parce que je suis en train de violer le secret d'instruction, mais il y a un faux usage de faux dans le dossier de police. Ils n'ont rien fait. Donc, je vous dis que nous avons affaire à des autorités qui peuvent fabriquer des preuves facilement. Et quand vous dénoncez, personne ne bouge. Ni les services de police ont bougé, ni pendant le jugement, on a sorti ce dossier encore une fois dans les débats, on a soulevé tout ça, rien n'a été fait. Donc, vous avez affaire à des autorités qui, même si vous pouvez avoir, et je le dis par expérience, des personnes qui sont de bonne foi, qui sont compétentes, mais elles ont le malheur de se trouver dans un système qui tourne dans le mauvais sens, que toute leur bonne foi et toute leur compétence devient inutile. Vous pouvez trouver des gens comme ça, ils comprendront à un moment ou à un autre qu'ils sont devant une situation où ils sont obligés de se taire pour laisser la chose passer, pensant qu'ils peuvent être utiles dans d'autres situations, parce que s'ils démissionnaient ou s'ils dénonçaient, on va les mettre à la porte et les médiocres prendraient tout. C'est ça l'état d'esprit, enfin de la situation. Et c'est au niveau des services de police, c'est au niveau de la justice, au niveau politique, etc. Donc vous avez un système qui n'est pas crédible.
ce système qui n'est pas crédible, il est très mal placé pour dire aujourd'hui, mener une enquête telle cette enquête de l'Arba'a Natira. On nous sort 38, je sais pas, 38 condamnations à mort pour une personne tuée. J'ai examiné... sans compter ceux qui sont... oui. On peut arriver à 50, 60... Voilà. Alors, j'ai examiné au niveau international un dossier, par exemple, de une affaire qui s'appelle l'affaire de Djil de l'Irak, où plusieurs personnes ont été assassinées. 198 ou 200 personnes ont été assassinées parce qu'ils tentaient de renverser Saddam Hussein. Quand Saddam Hussein est tombé, les Irakiens ont eu la possibilité de le juger pour cette affaire de Djil. Il y a eu 8 condamnations à mort. Pas plus. Ce sont les commanditaires. Ils n'ont pas à aller chercher qui a tué. Ils ont cherché le responsable qui a soit donné l'ordre, soit mis cette région dans des conditions comme ça. Alors, vous avez la Kabylie qui brûle, les gens qui meurent, étouffés, etc. Et après vous dites, voilà le pyromane. Au moment où des gens sont en train de sauver des vies. Vous prenez ce pyromane, vous l'emmenez dans un véhicule de police et vous le livrez à une population qui est dans tous ses états. Sur le plan technique, quand on veut juger une personne pour un crime, il y a deux choses, l'élément moral et l'élément matériel. Si les deux éléments ne sont pas réunis, elle ne peut pas être reconnue coupable. L'élément moral, c'est quand on est en pleine possession de toutes ses facultés et qu'on commet le crime délibérément pour des considérations que la justice peut définir après. Même le cas de légitime défense considère l'élément moral insuffisant. C'est-à-dire, c'est quoi la légitime défense? C'est quand je suis en situation de danger de mort et pour me défendre, je tue la personne qui me menace. Donc là, je commets le crime de tuer, mais la justice me dit l'élément moral n'est pas présent parce que vous n'êtes pas en situation qui vous permet d'éviter ça. Grosso modo, c'est ça. Alors, on met toute une région dans une situation semblable à une situation de légitime défense, on leur sort une personne, et on leur dit, c'est lui le pyromane. Qu'est-ce que vous imaginez? Comment vous imaginez la réaction d'une population désespérée, livrée à elle-même et désespérée devant un danger qui ne s'arrête pas, qui ne veut pas s'arrêter? Donc cet élément n'a pas été pris en considération. Sans penser, c'est-à-dire, pourquoi je cite cet élément? Cet élément, c'est un élément déclencheur de la violence, c'est-à-dire que les gens qui sont là, ils sont prêts à réagir violemment à une situation qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. Maintenant, de là à dire que ces 38 personnes ont tué Jamel Ben Smaïl, le rapport d'autopsie que je viens de voir tout à l'heure, il dit que la cause de la mort, deux choses. Une hémorragie méningite, c'est-à-dire c'est au niveau de la tête, et l'épuisement. C'est tout. Et ce rapport d'autopsie, il dit clairement que ce qu'a subi le corps comme mutilation et un sang, enfin, pour le calciner, etc., c'était des opérations post-mortem, c'est-à-dire c'était après la mort. Oui.
Oui. Donc, voilà, c'est fumé durant celui-ci. Il s'agit donc de carbonisation post-mortem. C'est une carbonisation. Tout ça, c'est venu après la mort. Tout ce qu'a subi Jamal Ben Ismaïl, quand il a été tiré de ce fourgon de police, c'était des choses qui lui sont arrivées après la mort. Même si on devait condamner les gens qui ont fait ça, c'est la condamnation à mort. La mutilation d'un cadavre, c'est la condamnation à mort, je pense pas. Encore faut-il être sûr que ce sont les personnes désignées. Donc je conclue en disant que l'élément le plus important, c'est la crédibilité. Les autorités algériennes sont connues au niveau international que ce sont des autorités qui ne sont pas crédibles. Je vous cite seulement un passage de la décision concernant Ben Djel Mohamed, qui est en prison depuis 2005, ouais, qui est accusé d'avoir tué une personne. Son dossier, exactement, l'enquête, elle est exactement semblable à ça. Alors, la conclusion du groupe du travail, entre autres, Ben Djel a été privé de liberté pour des motifs discriminatoires. Ça, c'est l'ONU qui le dit. Hein. À savoir, son origine nationale, ethnique ou sociale, ainsi qu'en raison de ses opinions politiques. Si Ben Djel est condamné pour ça, que dire de l'affaire de l'Arba'a Natiratun, où on retrouve le mot MAC pratiquement dans toutes les pages. Et cet effort incroyable et débile, je qualifierais de débile, d'essayer de coller ça au MAC. C'est-à-dire, vous prenez les accusés les principaux qui ont peut-être reconnu un peu être sur place ou avoir un peu s'était emporté, mais ils disent qu'on n'a pas tué. Et dire, les présenter comme éléments de MAC, quand on leur pose des questions de leur appartenance au MAC, ils nient carrément. Et quand ils font la fouille électronique, ils déclarent qu'elle est négative. Et la conclusion, il fait partie du MAC. Mais c'est clair. C'est un dossier politique mené par des autorités qui n'ont aucune crédibilité pour criminaliser une organisation et pour essentiellement criminaliser cette organisation, mais pour condamner toute une région et définitivement et la séparer moralement de l'Algérie, pour dire que si vous voulez rester kabyle, vous êtes donc terroriste. C'est le même schéma avec le Mzab. Maintenant, les Mozabites qui sont tolérés par le régime, ce sont des Mozabites qui acceptent à parler en arabe classique, avec des terminologies religieuses, et à ne pas se sympathiser avec le reste des Amazirs. Ce sont les Mozabites modérés, et les autres qui peuvent même applaudir le pouvoir, ce sont des Mozabites nationalistes. Mais si vous contestez quoi que ce soit, vous êtes un traître. Et à la première occasion, vous êtes un criminel. Merci. Nous allons directement